Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Mort cruelle et violente de George Floyd aux États-Unis. Le mouvement de foule qui s'en est suivi de par le monde en protestation au meurtre n'a pas manqué de faire écho au Bénin. Solidaires de la douleur de la famille éplorée et de la communauté noire en général, ils sont nombreux, les Béninois, à vouloir observer le phénomène autrement. Voir le phénomène à l'interne sous l'angle du rapport des concitoyens avec la police locale, l'armée en général. La vie des Béninois compte. C'est désormais, mesdames, messieurs, le mouvement en vogue pour interpeller les consciences individuelles et collectives sur les bavures policières de tous genres qui ont de plus en plus pillon sur rue, au vu et au sûr de tous. Bavures policières ou militaires, le Bénin, sur une pente glissante, le thème est en débat ce jour. Et pour l'instant, analyse un spécialiste des questions sécuritaires, un journaliste d'investigation déjà en ma compagnie, Souleymane Abzat. Les spécialistes des questions de sécurité. Il est par ailleurs consultant international en problématique du terrorisme. Il a accepté de nous accompagner. Son expertise comptera pour l'enrichissement du débat du jour. Souleymane Abzat, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, comme je l'annonçais, Nassis Ressou, c'est son nom, c'est le journaliste d'investigation qui nous accompagne en ce jour-ci. Il a réalisé un certain nombre de dossiers sur le sujet. Il a accepté donc les apporter pour l'enrichissement de l'émission du jour. Analyse politique et l'homme est par ailleurs sécurité politique, ça va quelque part de pair, nous dira-t-il. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour, bien cher ami Joël. Et merci d'être là. C'est un plaisir. Salut les téléspectateurs. Le champ difficile, vous avez accepté de poursuivre là-dessus en dépit des embûches. Évidemment, vous avez bien compris. Beaucoup s'inquiètent pour nous quand nous abordons surtout ces sujets, que ce soit politique et bien pire, quand nous allons dans le domaine de la sécurité. Vous savez, c'est un peu sensible. Donc les gens s'inquiètent pour nous à juste titre, mais je voudrais encore croire à l'essence de notre pays, que c'est un État démocratique et que notre chef de l'État, même avant d'accéder à son pouvoir, quand même l'a précisé qu'il défendrait la démocratie à tout prix. Donc j'espère quand même que toutes les voix ne se taiseront pas et qu'ils vont faire la promotion quand même d'autres sons de cloche dans notre nation malgré tout. Donc les gens ont raison quand même de s'inquiéter. Prions les uns pour les autres, on s'en sortira par la grâce de Dieu. Oui, que vos, comment on dit, un chantier, lorsque la main divine n'y passe pas, les travailleurs bâtissent en vain. Si, comme le dit les Saintes Écritures, la main divine n'y passe pas. Je paraphrase. Mesdames, messieurs, nous revenons au sujet qui nous réunit. Brutalité et bavure policière. Les années passent et elles semblent gagner graduellement du terrain au Bénin. En tout cas, le constat est celui de bon nombre d'organisations sur les questions de défense des droits humains. Le journaliste d'investigation que nous recevons ce jour a mené aussi un travail de fourmi sur la question. On va en parler. Mais d'abord, les événements de Minneapolis. Depuis les États-Unis, ces derniers jours ont carrément plongé nombre de Béninois dans la douleur. Mais dans la douleur de leurs proches disparus, suite à des faits en lien avec des agissements de la police et quelquefois de l'armée. Mais est-ce suffisant pour déjà en arriver à une levée de bouclier, comme on l'observe ça et là depuis ces derniers jours-ci, du campus universitaire à certaines structures? Eh bien, notre journaliste d'investigation nous en dira un peu plus. Oui, Nassis Ressou, on salue au passage le professeur Nassis Tometi. Oui, Nassis Ressou, vous êtes de ceux-là qui ont pensé que le moment est venu pour les Béninois de se mirer et de s'interpeller. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée est ce qu'elle a toujours été? C'est la grosse interrogation. Et pour vous, les démarches menées et vos investigations vous amènent à une autre conclusion. Il vaut mieux se dire toute la vérité pour s'éviter le pire. Avec nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut retenir là? Je ramène quelques pans de ce que j'ai pu lire. Qu'est-ce qu'il faut retenir du rapport de l'armée avec les concitoyens? Aujourd'hui, il faut, comme le titre de ce débat, de ce plateau, c'est-à-dire quoi? Les bavures, les exercitions policières ou militaires
la pente glissante. C'est vrai que de plus en plus au Bénin aujourd'hui, nous avons fait le constat de la gâchette facile. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Pourquoi aujourd'hui la vie qui est sacrée est dit, précisée dans notre constitution que la vie humaine est sacrée, pourquoi cette vie semble aujourd'hui être banalisée sur notre territoire, dans notre pays, et les hommes en uniforme qui sont censés nous protéger sont devenus les bourreaux de leurs concitoyens? Ça mérite interrogation. Et vous observez que c'est vrai que le bavure policier, on en rencontre par moment, mais dans un laps de temps, depuis 2016 à aujourd'hui, il y a eu plusieurs cas. Et les tout derniers, en 2019, il y a la situation de Dame à Moussou, et c'est elle qu'on parle pour la crise de mai 2019, mais il y a eu d'autres morts. Juste dans le septentrion, au sud, au nord, il y en a eu d'autres qui sont tombés. Mais c'est le nom de Prudence Amoussou qui est pris en vogue. Et tout récemment, en mars dernier encore, il y a eu un étudiant qui soit tombé. Aujourd'hui, nous ne parlons pas spécifiquement du cas de Prudence Amoussou. Pour qu'on ne traite pas de politique, qu'il y a de même politique derrière pour manipulation, histoire de faire taire ces polémiques. Mais il faut revenir sur la vie d'un étudiant ou des étudiants qui clament la sécurité sanitaire. C'est-à-dire, du moment où les gouvernants, ceux qui nous dirigent, ont commencé par se rencontrer par vidéoconférence, on expose la vie des étudiants, des apprenants. Vous voulez là évoquer le cas Théophile Diao? Évidemment. Okay. Est-ce que dans une pareille situation, on a besoin de faire même pas erreur d'amener le doigt sur la gâchette? Est-ce qu'on peut perdre la vie pour réclamer plus de sécurité sanitaire du moment où vous avez commencé par communiquer par vidéoconférence, mais n'allez pas entasser les autres, n'allez pas les exposer. Et c'est de droit de réclamer. Donc nous sommes dans un état où aujourd'hui, quand vous devez réclamer un mieux-être, vous devez craindre pour votre vie. Et ce dernier cas doit nous interpeller et on ne doit pas faire silence autour. Et par rapport à la situation de George Floyd qu'on a observé, l'incongruité que moi, personnellement, j'ai observée et qui a déclenché chez moi, et comme chez d'autres Béninois d'ailleurs, l'indignation sur les réseaux sociaux, c'est de voir des Béninois vouloir marcher pour George Floyd. Et je vous dire encore le dernier cas aberrant, c'est de voir nos divinités organiser des cérémonies pour venger l'âme de George Floyd. Et quand vous prenez le contexte béninois, et quand vous savez, quand vous tuez par âme, chez nous on dit que, je vais expliquer ça en français après, à Kougoku, ça dit tu es mort par le fer. Ça dit c'est par le fer que tu as perdu la vie. Et ça mérite même des rituels dans notre contexte culturel. Il y a des cérémonies quand vous mourrez comme ça. Mais nos Béninois, nos cultes traditionnels, le vaudou, nos divinités n'ont pas pensé que ce Béninois tombé par les âmes mérite de cérémonie. Vous parlez de quel Béninois, ça? Je parle de Théophile Diao, l'étudiant tué tout dernièrement. Ils n'ont pas pensé à ça, mais on a organisé des cérémonies pour venger l'âme de George Floyd. C'est bien la chose, mais ramenez tout à vous d'abord ici. Partez de chez vous, ce que vous subissez. Vous pensez qu'il y a un nettoyage à faire à l'interne? Forcément. Donc, pour revenir à cette question, ce sont de ces genres de revendications, d'indignation, de cérémonies, d'interpellations qui devraient faire cesser la chose, qui devraient montrer quand même qu'on est en train de franchir les limites. Parce que si vous voyez, nos forces de l'ordre, on n'était petits, on n'était même pas nés. Si on dit que dans l'Afrique ou bien l'Afrique de l'Ouest, le Bénin est le pays qui a le plus connu de régimes politiques par des coups d'État, on n'a pas connu de ces exactions. Pourtant, c'était l'armée qui était devant à faire ce coup-là. Mais on n'enregistrait pas des morts. Mais pourquoi aujourd'hui, pour des banalités, les Béninois doivent perdre leur vie? Ce qui amène à dire que l'armée béninoise est en train de perdre les lettres de noblesse, est en train de... les vestiges que nous avons. Et cette armée-là,
qu'on citait comme exemple a commencé par dégringoler. Et je dis, l'armée béninoise est en train de perdre ses valeurs. Oui, merci pour l'exposé. Je vais me retourner le spécialiste des questions sécuritaires. Oui, Hamzat, l'histoire de l'armée béninoise, vous pouvez nous la raconter. Ce temps de plateau ne suffira pas. Mais je vais me demander, est-ce que, au regard de ces faits présentés par votre vis-à-vis, on peut déjà dire l'armée béninoise est en train de perdre ses lettres de noblesse ou de vivre une période de transition comme ça arrive partout. Toute société connaît ces années de gloire, comme on dit, comme une déchéance par la suite et puis une renaissance. L'armée béninoise n'est-elle pas en train de traverser ou de vivre ce moment-là de son histoire carrément, et les concitoyens sont appelés à accompagner? Merci. Je voudrais déjà vous faire un état des lieux. Ok, allez-y. Un état des lieux dû à tous les régimes qui se sont succédés depuis 60 à ce jour. C'est ça, c'est important. Vous vous rendrez compte, et c'est ce que je trouve d'aberrant, que sous les autres régimes, et je veux paraphraser celui qui a été le plus dur, celui de Mathieu Kérékou, soi-disant, qui était un régime militaro-marxiste. Oui. Il pouvait se faire toutes sortes d'exactions. Et il paraît qu'il y en a eu. Je vous prends un cas spécifique. Il paraît qu'il y en a eu, vous êtes d'accord? Il paraît. Oui. Vous dites bien, il paraît. Oui, bon, ce qui nous a été rapporté, des actions surtout la période révolutionnaire. Écoutez, sous tout régime, il y a toujours des exactions, même aux États-Unis. Mais qu'on aille dans le cadre d'une dame comme Dama Moussou, de l'étudiant, je crois qu'au temps du général Kérékou, on n'a pas vu de telles exactions. C'est ça. Le régime était un régime, je disais, militaro-marxiste. Donc, qui avait à sa tête un général d'armée. Un général d'armée, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur ses troupes. Donc, il pouvait donner l'ordre à tout moment qu'on aille chercher, comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois, je ne sais pas si vous avez fait aussi cette investigation, du monsieur qui s'est fait enlever dans un restaurant. Vous êtes en état d'arrestation, on le prend, on disparaît. Je crois que... Je ne parle pas, en fait, je ne sais pas qui sont ceux qui font ce genre de choses. Ils ne se présentent pas souvent en tenue. Ils sont souvent en civil. Je vous donne le cas, tout dernièrement, d'un cousin qui a failli se faire abattre par la douane. Où ça? Je ne cite pas son nom. Oui, merci de ne pas citer. Qui a failli se faire abattre par la douane à hauteur de Djerebé. Il roulait tranquillement dans son véhicule. Ils sont venus avec un véhicule banalisé, aucune étiquette de la douane, rien du tout, que dalle. Ils sortent des AKM. Le monsieur a pensé tout de suite que c'était un braquage. Il a continué à foncer pour sauver sa vie. Et à un moment donné, c'était du rentre-dedans. Ils l'ont tapé dans son véhicule. Ils l'ont carrément envoyé vers le trottoir. Il est descendu, il a soulevé les mains. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais oui, on vous a dit contrôle, machin. Il dit, mais je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes en civil. Vous avez un véhicule avec une plaque banalisée. Vous vous dites de la douane. Vous me présentez. Il n'y a même pas un panneau comme ça se fait en Occident. Panneau stop, la douane. Monsieur, serrez-vous. Garez-vous sur la douane. Rien du tout. Que dalle. Ils vont directement sur lui. On le cogne au péril de sa vie. Le monsieur descend. On lui demande de reculer. Il faut qu'on fouille son véhicule. Pendant ce temps, pour qu'on lui jette un sachet de drogue dedans. Mais écoutez, je ne sais pas comment ça... Je continue de faire mes investigations sur ce point particulier. Et je demande à ce que les exactions cessent. Ouais, moi, j'ai été entraîné dans une unité de frappe de l'ennemi à domicile. Les CRAP, le commando de réaction d'action en profondeur. C'est une unité spécialisée du colonel Kadhafi. Les bévues, mais ça arrive très vite. Surtout quand vous avez à la tête de votre unité ou d'une section ou d'un bataillon, un commando dont le chef ne sait pas prendre ses responsabilités. Moi, il m'a été enseigné, quand je faisais mes cours officiers, que la troupe est à l'image de son chef. Quand le chef est bon, c'est que le derrière est bon.
Et on ne peut pas se permettre d'appuyer sur la gâchette tant qu'on n'a pas reçu l'ordre. Alors, qui donne des ordres d'abattre? La question reste posée. Qui donne les ordres d'abattre? La question reste posée. Justement, sur le cas que vous avez évoqué, il y a une enquête qui est ouverte pour que la lumière soit faite. Et sur ces cas, il faut le souligner, de plus en plus, les officiers eux-mêmes donnent de la voix pour dénoncer. On se rappelle cette image qui a été très virale sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de décès dans ce cas. Mais des hommes en uniforme qui se sont permis, ça, ils étaient en uniforme, qui se sont permis pour interpeller et discipliner un conducteur de ZEM qui n'avait pas, surtout son client, son cache-nez. On lui a demandé de tendre la main et vous avez suivi, je ne rapporte plus exactement ce qui s'est passé. On les a interpellés. Donc il faut là souligner que la discipline reste aussi de mise et que les supérieurs sont préoccupés par ce qui se passe. Mais par rapport au cas que vous avez évoqué récemment, où est-ce qu'on en est par rapport aux enquêtes? Vous avez eu quelques nouvelles? Je prendrai qui donne, je finirai par la chute de notre vis-à-vis, pour dire quoi? Qui donne l'ordre de tuer? Ça, c'est une grosse interrogation. Depuis ce qu'on observe dans ce pays, je dis, si on voudrait réellement que ça cesse, on devrait assister à des représailles au sein de l'armée béninoise. On devait voir les gens sanctionnés. On devait voir comment la Grande Muette fonctionne. Il le dira tout à l'heure. Attention, la Grande Muette, c'est seulement chez nous qu'il y a la Grande Muette. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est la Grande Muette, moi, à des moments donnés, je me pose la question pour dire, est-ce que ces gens-là ne sont pas parfois même décorés suite à ces bavures? C'est des questions que je me pose. Parce que si vous observez la suite, comment ça se passe, qu'on ne rende pas justice aux victimes, qu'on n'en dise rien. Il y a eu bastonnade de Zem, ou bien la vidéo virale dont vous parlez. On a vu le directeur général de la police dire que ça sera puni. Oui. Mais on voudrait le voir aussi sur les autres cas. Et vous savez, depuis l'affaire George Floyd qui a amené nos concitoyens à s'en mêler sans vraiment trop réfléchir. Non, on ne peut pas dénoncer le fait qu'il... Non, je dis sans trop réfléchir. C'est une vie humaine. Oui, évidemment, dénoncer, oui. Mais dire, nous voudrons également que des situations pareilles chez nous cessent. C'est votre droit de demander que ça se passe aussi. Et vous le faites déjà. D'autres vont suivre. Peut-être que ceux-là n'ont pas vite perçu cet aspect. Ils devraient percevoir cela. Et c'est primordial. Donc, depuis ce cas, il y a un silence. Donc, nous, on a dit, mais il faut qu'on réclame justice aussi. Ne réclamons pas justice seulement là-bas. Ne disons pas, non, c'est vrai, c'est un phénomène de racisme là-bas. Mais il y a ce que les gens veulent dire non en manifestant. Ils veulent dire non en s'indignant, en saisissant les réseaux sociaux. Et si, jusqu'au Bénin ou partout ailleurs, on a su qu'il y a une situation du genre, c'est parce que les gens se sont indignés. Vous pensez que les Béninois ne sont pas suffisamment solidaires? Ils ne sont pas solidaires, ils font de la comédie. Et je dois vous dire, depuis qu'on a commencé par réclamer justice pour Théophile Diarraud, le tout dernier cas, moi qui me fait vraiment froid dans le dos, depuis qu'on a demandé, aujourd'hui, il se fait dire qu'il sera inhumé le samedi prochain. Mais les enquêtes sont bouclées? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce qu'on n'a pas besoin que le directeur général de la police, mais que le procureur, comme dans le cas de la fillette, qui circule aujourd'hui, la fillette assassinée pour des sacrifices, justice a été rendue, on a vu le procureur à perpétuité. Évidemment, on a vu le procureur se prononcer. Mais quand on perd des vies humaines, et que ça soit même au sein de l'armée, il faut quand même si on veut tel et non, mais qu'on nous dise que l'intéressé a été puni et de cette manière-là. Ok. Mais rien. Si sur ces cas-là, on n'a rien, et puis si le samedi, on a commencé par réclamer justice et inhumation digne, mais si on l'enterre sans que justice ne soit rendue, c'est qu'on l'a enterré, mais pas dans la dignité. Qui l'a tué? Comment a-t-il été tué? Quelles sont les conclusions de l'enquête? Les Béninois veulent savoir avant qu'on l'enterre. En tout cas, qui de droit est à l'écoute pour que, s'il y a un travail à faire dans ce sens, ça puisse se faire. Alors, la question de la responsabilité, comment en sommes-nous arrivés là? Vous avez commencé par présenter un peu le tableau graduellement, mais avec vos premiers mots, j'ai comme l'impression que tout est lié
aux différentes évolutions ou touches apportées à cette armée depuis la période révolutionnaire jusqu'à l'heure où on en est. Ça dit que c'est le problème de formation ou de formateur et de formé qui explique un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui. Un soldat, c'est quoi? C'est un civil qui est recruté, formé dans les règles de l'art pour parer à toute éventualité d'insécurité et éventuellement dans la défense opérationnelle du territoire. Mais il y a l'armée telle que nous l'avons connue. Moi, j'ai fait la Libye. Mais c'est une hiérarchie. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne prenez pas une arme, vous tirez sur le premier venu. Vous avez vu ce qui s'est passé à Atlanta hier? Il a fallu le simple, juste un tir sur le monsieur. Le chef de la police démissionne. C'est ça. Elle a 20 ans d'âge de profession. Elle démissionne automatiquement. Elle part. Elle dit, moi, ça, je ne rentre pas dedans. Vous assumez vos actes. Et je crois que dans mon pays, si j'ai souveraineté, si ma mémoire est encore fraîche, qu'il y a eu un décret du Conseil des ministres qui rappelait à l'ordre, je crois, oui. les officiers, disons, tous ceux qui sont dans le maintien de l'ordre en cas de bavure. Tout à fait. Alors, si cette dame-là, que moi j'ai vu sur cette vidéo-là, qui se faisait tabasser comme une petite voleuse de claclou à Dandoba, si elle a l'opportunité de porter plainte, qu'elle le fasse. Pourquoi je le dis? Vous portez plainte aujourd'hui, ça peut ne peut-être pas connaître un règlement, un début de règlement sous ce régime, mais sachez que la justice, elle est éternelle. Et que le régime qui peut venir, ou celui d'après, ou celui qui peut venir dans 30, 40 ans, si vous êtes encore en vie, ou si d'autres ont l'intention de faire votre combat, peuvent venir toujours porter plainte. Prenez le cas de Baladu. Ça date d'il y a longtemps. Il passe encore au tribunal. Là. Donc, c'est vous dire quoi? Le Bénin a besoin de son armée. Le peuple béninois a besoin d'une armée. Mais une armée véritablement régalienne. Le Bénin n'a plus son armée, c'est ce que... Le tout pas pour revenir à votre question, de la manière dont vous recrutez. Il faut revoir le recrutement. Ah, mais écoutez, au recrutement, moi, je sais que sous la Révolution, sous ce qui pouvait être prétendu nommé comme un régime militaire, le recrutement était fait de manière conséquente. On cherchait à savoir qui vous êtes. Il y avait les comités locaux de sécurité à l'époque, il y avait les comités de défense de la Révolution, il y a le maire, le chef du quartier, et même les populations qui étaient auditionnées, ou du moins pas auditionnées, mais qui étaient mises à concours pour savoir qui était Joël Yetongi. Une enquête de moralité, ça s'appelle en termes clairs. Il est qui? Il fait quoi? Il habite où? Qui sont ses parents? Dans son quotidien, il fait quoi? Quand il se lève le matin, il va où? Tout ça, là, ce sont des paramètres à prendre en compte avant de recruter quelqu'un derrière une gâchette. Vous savez, quand c'est parti, le premier coup est parti, il n'y a aucun pouvoir au monde qui rattrape une balle qui est en train de filer vers son objectif. Citez-moi un cas, vous ne trouvez pas. Alors, si Dame Amoussou a pu tomber sous l'effet des balles de je ne sais qui, celui qui a tiré a sûrement reçu des ordres de quelqu'un, lesquels quelqu'un a reçu des ordres de je ne sais qui. Il faut retrouver la personne. Et j'ai dit sur une émission ici sur votre plateau que je serais très surpris qu'on vienne me dire, par exemple, que le chef de l'État a donné l'ordre. J'ai jamais vu ça quelque part. Donc les bavures sont souvent dues à ceux qui sont là, tapis dans l'ombre, qui ont une parcelle de pouvoir qui se permettent tout. Il y en a qui se croient intouchables. Et s'il y en a dans mon pays, je leur demanderai de se rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que le jour où, lors d'une manifestation, il y aura un tir de sommation qui va viser ou leurs femmes, ou leurs enfants, ou un parent proche, ils se rendront compte de la douleur de M. Seydou, le mari de Dame Amoussou. Quand on évoque la question du recrutement, la question de la formation, mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon
d'essayer de dispenser les potentiels auteurs des actes de leur responsabilité aussi. J'ai remarqué quelque chose au niveau du recrutement, de la formation et de la mise à disposition du personnel de l'armée en général, je parle y compris la police. Sous le régime révolutionnaire, par exemple, nos officiers étaient formés soit à Cuba, en Russie, en Libye et en France. Pour citer que ces 3 ou 4 cas. Aujourd'hui, nos officiers sont formés où en Côte d'Ivoire, au Ghana, et je ne sais où d'autres. Vous imaginez que ceux qui ont conçu l'armée avant nous et qui ont conçu du matériel pour cette armée-là, ils ont plus de génie, n'est-ce pas, en termes de formation que nous. Si vous prenez un élément formé à Cuba, vous ne le comparez pas, hein, c'est rien. Ah, ça, je vous parie. Hein. Je donne ma tête à couper. Vous prenez un gars qui a été formé en Russie, dans les forces spéciales russes, vous ne le comparez pas à quelqu'un qui sort du Ghana. Encore que les Ghanéens sont de très bons soldats, et ils savent là où ils forment les éléments. Donc il va falloir qu'on repense, qu'on revoie les méthodes de formation, qu'on revoie déjà la méthode de recrutement, la méthode de formation, le cadre de formation, c'est-à-dire là où sera formé l'élément, au lieu de l'envoyer à Bemberek ou à Ouida, je pense qu'il faut l'envoyer quelque part en Russie, là-bas. Vladimir Poutine, je crois, est très généreux, serait heureux d'avoir nos officiers à former, et etc., etc. Ou à défaut, faites venir des instructeurs sur place. Ça se fait, vous savez. Dans le cadre de la coopération. Ah oui. Mais aujourd'hui, est-ce que ça continue d'exister? Ça se fait, peut-être qu'il va falloir... La coopération militaire, déjà que on nous ferme nos ambassades partout, la coopération militaire doit être mise en marche. C'est vrai que là-dessus, c'est une porte qui semble se fermer, mais ils sont à l'écoute. On est aussi à l'heure des réformes au niveau de l'armée. Donc, puisque aucune contribution ne sera de trop, ce qui se dit ici sera versé. Et je pense que les autorités sauront exploiter ce qu'il y a de positif là-dedans. Est-ce que de vos investigations, vous êtes rendu compte que les populations elles-mêmes savent effectivement verser à l'actif des autorités policières ou au niveau de l'armée en général les plaintes pour que le suivi puisse se faire? Parce qu'il y a aujourd'hui quand même beaucoup d'efforts qui est fait. Il y a un numéro vert, il y a des cabinets d'écoute, mais est-ce que les populations font la démarche qu'il faut pour le suivi? Parce qu'autrement, les loups ne se mangent pas entre eux, comme on dit. Si les autorités ne sont pas informées de ce qui se passe, elles ne sauront pas agir. Dans le cas de la vidéo qui est devenue virale, on a vu, il y a eu une prompte réaction, même si la suite, on ne sait pas encore. Et ça, c'est à saluer déjà. Et on peut faire en plus si on est informé. Évidemment, on peut faire plus si on est informé. Notre spécialiste à la sécurité disait tout à l'heure que à qui le tour, en quelque sorte, si je le paraphrase, c'est ce que les Béninois ne savent pas. On dit dans notre langue locale, c'est-à-dire pour nos téléspectateurs. On coupe très tôt la queue au lionceau avant qu'il ne grandisse, ne devienne un lion. Parce que quand il va devenir lion, c'est impossible à faire. Ça sera impossible à faire. Oui. Et c'est ce que nos compatriotes ne connaissent pas encore, ne savent pas encore, ou n'appréhendent pas encore. Quand ils subissent sans rien dire. Ils subissent sans rien dire. Ils sont rentrés dans un fatalisme qui ne dit pas son nom. Ils sont devenus totalement fatalistes. Ils sont incapables même de s'indigner. Il a fallu du peu. Et aujourd'hui, il y a des tractations pour une inhumation d'un corps qui était sous scellé. C'est vrai que c'est la justice qui fait son travail. Mais on veut savoir ce que la justice dit à cette étape où on veut déjà inhumer Théophile Diarho. On veut savoir où on en est pour qu'il soit inhumé le samedi. Donc vous avez dit, est-ce que les populations réagissent au moins? Non, même si à l'intérieur vous réagissez, on ne vous entend pas. Mais réagissez, il y a des organismes internationaux qui ne viendront pas faire le travail à votre place. On a subi, dans les cas des exactions de mai 2019, on a suivi tout ce qui s'est passé. On a vu la CEDEAO, on a vu la CPI ou bien les organisations internationales réagir. Mais de l'intérieur,
si vous analysez bien, il semble que les populations elles-mêmes ne sont pas prêtes à réclamer justice. Et il faudrait qu'on habitue les Béninois. On ne leur demande pas de descendre dans la rue par rapport à George Floyd. Il a fallu que la vidéo commence par circuler, mais les gens l'ont amplifiée. Donnez de la voix pour que les gens sentent que vous êtes en difficulté, que vous avez un problème. Mais si vous ne savez même pas réagir, si vous ne savez même pas dénoncer, aujourd'hui, vous commencez par dénoncer. Logiquement, ils ont raison, mais il faut qu'on quitte là. Les réseaux sociaux, sachez comment dénoncer sur les réseaux sociaux. Dénoncer, mais sachez le faire avec un peu d'intelligence. Il y a une parcelle de pouvoir, et c'est votre parcelle de droit. Si vous ne l'utilisez pas, mais on va vous la confisquer. Utilisez les réseaux sociaux, dénoncez. On a lancé une pétition. C'est encore sur ma page, je vais encore lancer cette fois-ci. Pour une pétition pour que justice soit rendue à Théophile Diarra. Le cas qui, moi, personnellement, me fait froid dans le dos. Oui, l'étudiant reste l'avenir de la nation. Et même les étudiants, des étudiants. La réaction des populations par rapport à cette pétition que vous avez lancée? Oui, il y a beaucoup qui ont signé, mais ça reste encore. On sent que les Béninois n'appréhendent pas encore l'enjeu. Parce qu'ils se disent que, bon, c'est pas moi aujourd'hui. Oh oui, il ne devrait pas se trouver là. Et d'autres vont vous dire, non, mais si le gouvernement dit les coups continuent, ils ne sont pas censés manifester. C'est tout comme si ils sont des agneaux qu'on doit amener à l'abattoir, silencieux, tranquillement. Manifester au Bénin est devenu, même à l'université. Pourquoi il y a les organisations, les structures fêtières à l'université? C'est pour dire non, quand ça ne va pas. Donc aujourd'hui, il y a d'autres qui pensent que mais il ne devrait pas se trouver là. Mais Dame Amoussou, jusqu'à aujourd'hui, il est dit qu'elle est sortie pour aller chercher sa fille. Tout à fait. Elle n'était pas manifestante, elle n'était pas dans le mouvement. Donc les Béninois ne comprennent pas encore ce que ça veut dire non. Dire non. Dire non ne voudrait pas dire monter dans la rue, aller brûler d'abord un pneu. Mais c'est de vous faire entendre. Et les organismes internationaux, ils sont là, ils entendent, mais quand vous-même, vous êtes dans la complaisance, ils ne peuvent rien faire pour vous parce que c'est la junte, c'est la politique, c'est la diplomatie. Faites du bruit, faites-vous entendre. Et aujourd'hui, les Béninois ne savent pas se faire entendre. Ils ont peur. Ils ont peur. Oui, ils ont raison d'avoir peur. Mais ils ont des parcelles de pouvoir qu'ils n'utilisent pas. Et tant qu'ils ne vont pas l'utiliser, on va le leur récupérer et ils resteront dans la bêtise. Alors, vous me permettrez de vous rebondir et d'appuyer l'argumentaire de mon vis-à-vis. Je vais paraphraser un feu chef d'État que je respecte beaucoup, feu président Thomas Sankara, qui disait que l'esclave qui refuse d'assumer sa propre turpitude, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Oui. Si vous ne savez pas défendre vos droits, mais n'attendez pas que quelqu'un vienne le faire à votre place. C'est le même cas dans le domaine économique. Si vous ne savez pas créer de la richesse chez vous, n'attendez pas que quelqu'un vienne prendre ce qu'il a dans sa poche pour vous donner à vous, pour vous faire beau ou grand. Le deuxième cas, et qui est un cas typique, je l'ai dit ici avant-hier sur une émission, l'initiative n'est pas africaine. Je ne dis pas béninoise. Parce que les Béninois sont des gens très intelligents. L'initiative n'est pas africaine. Quelle initiative? L'initiative Grand-I. Oui. Elle n'est pas africaine. Okay. En ce sens-là que, regardez, quand vous êtes devant votre télévision, vous regardez les autres et vous comparez ce qui se passe chez vous. C'est ce que moi je fais. Et je prends le cas du ministre de la Défense des États-Unis, secrétaire général de la Défense, qui a dit non au président. Monsieur le Président, vous ne me demanderez pas d'engager mes troupes pour aller tirer sur des Américains. Ça, en tout cas, moi, tant que je serai là, je ne vous ferai pas ça. Ou vous me faites partie. Et mieux, son chef d'état-major général, qui se trouvait à ses côtés, vers l'église, je ne me rappelle plus, qui n'est pas très loin de la Maison Blanche, mais a vite fait de se raviver. C'est Jean-Paul II.
de se raviver, en ce sens-là que l'armée doit être muette. Et par conséquent, un homme en tenue n'a pas à se présenter dans un État dit démocratique aux côtés d'un chef d'État. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Et il a commis la plus bête erreur de toute sa carrière, qui n'avait pas sa place aux côtés du président Trump, dans cette rue-là, et que il regrette amèrement que ce soit passé. C'est pour vous dire quoi? Vous voulez la démocratie? Préparez-vous à avoir le pire. La violence engendre la violence. Je ne souhaiterais pas voir mon pays à feu et à sang. Je n'ai jamais prié ça, je ne le souhaite jamais. Et surtout pas en ces moments-ci. Parce que l'Afrique a besoin de paix. On est déjà soumis au terrorisme partout. Ça frappe à Abidjan, ça tue au Mali à tout va. Vous et moi, nous ne savons même pas si nous allons rentrer en bonne santé. Si on prend sur nous déjà ces exemples et qu'on voit des nations aussi nanties, ayant des moyens colossaux, avec un mental intellectuel un QI assez élevé pour nous initier à la démocratie, voir leur chef militaire se comporter de la sorte, ça devait attirer l'attention des nôtres. Et par conséquent, nous dit, attention, ça tourne mal ailleurs, ça risque de nous tomber dessus. Et n'oubliez pas, vous lancez un caillou en l'air, vous croyez qu'il y a du scotch là-bas? Ça vous revient toujours. Ça revient toujours. Mais alors, quand on a fini de faire cette revue, est-ce que l'officier n'a pas aussi une sorte de responsabilité très profonde dans ces cas de figure? Eh bien, vous avez une âme, on vous dit, en cas de situation critique, eh bien, on peut ouvrir le feu, j'imagine. Je vous ai dit... mais alors, l'officier a la possibilité quand même d'apprécier l'opportunité ou non, non? Je vous ai dit, à l'entame de cette émission, que j'ai été entraîné dans une unité spécialisée dans la frappe de l'ennemi à domicile. Avant d'aller sur un terrain, vous étudiez le contexte. D'où viennent les renseignements qui vous appuient dans ce que vous faites? Je prends le cas de ce qui s'est passé devant le domicile du président Boniaï. Je ne remets pas le couteau dans la plaie. Nous avons un service de renseignement. Ou d'autres peut-être, ou je ne sais pas, il y a peut-être des services sous-marins, en amphibie, comme on dit en termes clairs militaires. Mais ces services-là doivent produire des rapports au chef. Et c'est au chef d'apprécier. Mais nous nous rendons compte, c'est mon constat personnel, et ça n'engage que moi, ça n'engage pas Sikativ ni n'importe qui, que certaines personnes prennent d'eux-mêmes l'initiative. Donc ceux-là, on peut les radier quand ça arrive. Ah, mais j'aurais été ministre de la Défense, je vais me gêner de le faire. Et ça servirait d'exemple pour toutes les autres brebis galeuses. Ok. Donc la question de justice qu'évoque votre vis-à-vis, ça peut être vraiment la fenêtre idéale pour ramener un peu l'ordre dans la maison. Comme on ne s'est pas fait sortir des têtes, pourquoi pas? Est-ce que dans vos investigations, vous avez eu des éléments qui renseignent de ce que la volonté existe, mais c'est plutôt d'autres boulots d'étranglement qui font que ça piétine encore. Non, c'est la grande guerre. On sait que la démission n'est pas forcément africaine, mais on peut quand même punir. On l'a observé sur d'autres plans. Évidemment, on peut quand même punir. Et si aujourd'hui, ce qui se passe, on observe plutôt des mutations. On observe des mutations, on balance les agents loin du lieu de la bévue. On peut dire que c'est un début. Et peut-être demander plus. Non, c'est plutôt... J'appuie mon vis-à-vis en disant que c'est juste pour le faire oublier. Oui. Ah bon? Ah ben oui. On vous envoie à cette banane là-bas, allez vous reposer là-bas et puis après on verra. Ce n'est pas la solution. Ah, pas du tout pas. Je vous laisse continuer, du tout pas. Et quand vous ne punissez pas, et quand les citoyens ne savent pas que pour telle situation, un tel a été puni, mais non, d'autres peuvent le faire. Ça va revenir. Et aujourd'hui, il faut se poser les questions de la mise ensemble de la police et la gendarmerie. Mais quel fruit! Quel résultat! Oui. Il faut se poser les questions de cette réforme.
Ne disons pas, ne mettons pas tout sur la tête de Patrice Talon pour dire qu'il a voulu qu'on tue les Béninois et qu'on les tue. Mais si sa réforme doit être questionnée, il faut qu'on la questionne. Et si la réforme n'a pas marché, ce sont les résultats sur le terrain, ça. Et qu'il faut commencer par apprécier. Pourquoi la gâchette est devenue aussi facile? Les gendarmes n'avaient pas pour mission d'intervenir dans nos villes, dans le milieu urbain. On sait là où ils répliquent. Et comment? De quelle manière? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on questionne. En questionnant, il faut qu'on punisse. Si tant est que nous fonçons tête baissée, ça dit quoi on a fait, ces réformes on a fait, et on continue, alors il faut commencer par punir pour décourager. Il faut commencer par punir pour rassurer les citoyens que l'armée a commencé par prendre ses responsabilités. Mais quand ça se passe comme ça, je me demande, quand Théophile Diarraud sera inhumé samedi, est-ce qu'on reviendrait sur ce dossier-là? Et entre eux-mêmes, je crois que c'est cette année encore qu'on a tiré sur un militaire, un policier a tué un militaire dans le camp des eaux et forêts. Donc, aujourd'hui, la gâchette est devenue trop facile et le chef de l'État et les généraux et tout le monde doit se questionner. La vie humaine est-elle sacrée encore au Bénin? La vie humaine est-elle encore sacrée au Bénin? Oui, jusqu'à demain, elle le demeurera. Alors, plus date pour amener chacun à jouer à fond sa partition. C'est ce que les uns et les autres semblent demander. Monsieur Hamzat Suleiman, si vous devez conclure, que diriez-vous pour une armée davantage républicaine? Très rapidement, je déplore aussi le cas d'Angou, qui est tombé devant le camp Guézo parce qu'il réclamait ses droits. Qu'est-ce que c'est devenu? Oui. Je voudrais... vous voyez, ça c'est le rapport d'Amnesty International sur Damamoussou. Je voudrais me désolidariser de ce médecin qui a signé son certificat de décès en disant qu'elle était morte de maladie. C'est criminel. C'est pas criminel, c'est au-delà de la criminologie. Je voudrais demander très respectueusement au chef de l'État, pour ce qui est des réformes, parce que je ne viendrai pas de ça, ça va être trop long, de la police républicaine, qu'il essaye d'avoir un droit de regard sur réellement ce qui est devenu sa police. Et que ceux qui sont recrutés pour la police se mettent dans la tête que ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci. Et que ça pourrait un jour arriver à un des leurs. Et quelle serait leur réaction? Merci à vous, monsieur Suleiman Hamzat. Ça n'arrive pas qu'aux autres, oui. Monsieur Nassis Ressou, pour conclure. Oui, j'en profiterai pour saluer. Malgré qu'on leur jette la pierre, il doit en avoir qui font bien leur travail dedans. Ah, oui. Et il ne faut pas les décourager, il faut les saluer. C'est-à-dire, il nous arrive parfois d'entendre des gens qui refusent et qui subissent aussi, des gens qui hésitent à aller sur certains champs, à accomplir certaines missions. C'est déjà bien à saluer qu'il y ait de ces hésitations et même de ces refus et qu'ils en subissent les frais. Donc, je voudrais saluer ceux-là qui ont encore le courage de dire non et par la suite demander au peuple béninois de savoir toujours réclamer ses droits. Et je demande aux gens de s'indigner. Et pour finir, qu'hommage soit rendu à Théophile Diarraud qui sera inhumé samedi, qu'on n'aille pas déposer les fleurs pour Giflette seulement, mais qu'on sache qu'il y a d'autres cas à vénérer chez nous. Merci à vous, monsieur Nassis Ressou, pour ces contributions. Merci également à vous, monsieur Suleiman Hamzat. Chers téléspectateurs, merci, on va s'en arrêter là. Ah oui, demain peut être meilleur, mais ça ne dépendra que chacun d'entre nous. Nul ne sera de trop pour bâtir une cité plus prospère où il fera mieux vivre pour chacun et tous. Je vous fausse compagnie cette fois sur cette citation de Sénèque. Il dit ne pas empêcher un crime quand on en a la force en main, c'est en être l'auteur ou le complice. Et vivement que nul ne soit complice ni auteur de drame qui attristent toute une famille et mieux toute une communauté. Au revoir et à très bientôt.